Bonjour. Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des risques dont on ne se méfie pas forcément parce qu'on ne les connaît pas forcément. Et vous allez voir tout au long de cette vidéo à quel point il est important de faire des analyses fondamentales quand vous voulez investir dans un projet. Alors, avant de commencer, je vous invite à tout de suite vous abonner à ma chaîne pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Likez, partagez, commentez, tout ce que vous pouvez faire qui va vous prendre 2 petites secondes et qui moi va beaucoup m'aider, ce qui me permettra par la suite de vous faire de plus en plus de vidéos, tutoriels et autres. Allez, on y va. Le tout premier risque dont je voulais vous parler, qui est celui-là assez connu, alors tout le monde le connaît, enfin tout le monde, beaucoup de personnes le connaissent, mais très peu connaissent vraiment les conséquences en fait et comment ça fonctionne exactement. Effectivement, je vais vous parler de la fraude à la Ponzi. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous lire vite le petit résumé. La fraude à la Ponzi, ça consiste à prendre des sommes appartenant à un investisseur pour payer de faux rendements à d'autres investisseurs ou simplement pour rembourser les investisseurs qui veulent récupérer leur argent. Les fraudeurs peuvent ainsi donner une fausse impression que l'argent investi apporte de bons rendements et il n'y a aucun problème pour récupérer l'argent investi. Le plus souvent, une fraude à la Ponzi est découverte une fois que le fraudeur a disparu ou alors, et c'est ça qui est moins connu, qu'il ne peut plus répondre aux demandes de retrait des placements. Il est alors trop tard puisqu'il n'y a plus d'argent dans les comptes. Alors, pour que vous compreniez mieux en quoi ça consiste, une pyramide de Ponzi, ça fonctionne comme une pyramide avec différents niveaux. Donc, au début, on va avoir un investisseur ici, et puis, dans l'exemple que j'ai sous les yeux, cet investisseur va faire rentrer 8 autres personnes. Donc, 8 ici. Donc, le premier investisseur qui se trouve ici va toucher un pourcentage de rendement sur l'investissement que ces 8 personnes auront fait. Ensuite, ces 8 personnes vont à leur tour faire rentrer 8 personnes. Donc 8 x 8, 64, on passe au niveau d'après. Et ces 8 personnes vont toucher un rendement sur l'investissement de ces 64 personnes. Et on continue ainsi de suite. 64 x 64, ça fait 512, et puis ensuite 4000, etc., etc., etc. Donc vous voyez que plus il y a de monde, plus il faut de monde pour que ça devienne intéressant. Donc quand on est 8, c'est facile. Quand on est 16 millions, ça veut dire que s'il y a 16 millions d'utilisateurs, pour que ce soit rentable et que les 16 millions de personnes puissent avoir un retour d'investissement, je ne parle même pas de profit, je parle juste d'un retour sur investissement, il faut qu'il y ait 134 millions de personnes qui rentrent de nouveau. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si vous faites partie des 16 millions et que vous avez investi $200 dans un investissement, pour récupérer vos $200, vous ne pourrez les récupérer que et seulement si 134 millions d'utilisateurs arrivent de nouveau dans la game. Donc, vous comprenez que plus on avance dans le temps, plus il y a d'utilisateurs, moins vous pouvez faire de profit et surtout plus vous prenez risque de ne jamais récupérer votre profit. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus rentrer. Vous voyez, quand on est au niveau 12 ici, il faut 8 milliards de personnes pour rentrer. Ça voudrait dire que toute la planète doit rentrer pour que vous puissiez encore faire des profits. Donc c'est très dangereux ce système-là parce que déjà il n'est pas forcément facile à identifier, surtout si vous ne faites pas de recherche fondamentale à la base. Et surtout, eh bien, on est tous motivés par l'appât du gain, par l'effet de mode, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que plus il y a de gens qui rentrent, plus dans notre mentalité à nous, on se dit « Ah, bah, il y a plein de gens qui rentrent, donc ça intéresse beaucoup de gens, donc c'est un effet de mode. Plus il y aura d'utilisateurs, plus ça vaudra de l'argent. » Non, c'est le contraire dans une pyramide de Ponzi. Plus il y a de personnes qui rentrent, moins vous allez faire d'argent. C'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que c'est fondé sur quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, si je prends par exemple le cas de STEPN. C'est vous téléchargez l'application et puis en courant et en marchant, eh bien vous générez des crypto-monnaies. Mais vous vous rendez bien compte que ceci est basé sur absolument rien.
quand on dit c'est trop beau pour être vrai, c'est en général que c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que cette application n'a absolument aucune utilité, elle n'apporte rien au monde, elle ne résout pas un problème fondamental, elle ne propose pas quelque chose qui soit utile à la communauté. C'est juste, vous prenez vos baskets, vous achetez des baskets en ligne, ensuite vous prenez vos propres baskets et vous allez courir. Vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas fabriquer de l'argent en courant, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Donc, comment ils jouent là-dessus sur leur marketing, c'est de dire, ok, vous achetez des NFT, donc des baskets sous forme de NFT, et ces NFT vont prendre de la valeur, plus le fait que vous marchez, quand vous marchez ou courez, vous générez de la crypto-monnaie qui, elle aussi, va prendre de la valeur, et du coup, plus il va y avoir de gens, plus cette crypto-monnaie va prendre de l'ampleur et vous allez faire des profits. Puis les gens qui achètent ça, ils partent du principe que le NFT va prendre de la valeur et qu'ils pourront aussi le revendre. Alors oui, c'est vrai. Regardez la pyramide. Oui, c'est vrai. Tant qu'on est là-dedans, voilà, c'est vrai. Tant qu'on est en haut de la pyramide, effectivement, si vous êtes 32 000 et qu'il y a 260 000 personnes qui rentrent, vous faites de l'argent. C'est vrai. Mais quand on arrive en bas de la pyramide, ça devient beaucoup plus dur. Ça va pas marcher, ça va finir par s'effondrer. Parce que ça ne répond pas à un problème fondamental. Si ça répondait à quelque chose, bien déjà on ne serait pas dans cette pyramide, parce que plus les gens rentrent, plus ça donne de la valeur à quelque chose, parce que c'est un besoin, pas un besoin créé de toutes pièces, un réel besoin qui répond à un besoin de la société. Par exemple, le Bitcoin, c'est un réel besoin. Le Bitcoin répond à un problème majeur de nos sociétés, qui est que notre système économique actuel n'est plus viable. Il a fonctionné pendant longtemps, c'était très bien, mais les choses ont changé, le monde a changé, notre façon de consommer a changé, la population a augmenté, et ce système est devenu désuet, il ne répond plus à ce dont on a besoin à l'heure actuelle. Alors que le Bitcoin est un système de remplacement qui, je l'espère, va venir remplacer ce système archaïque qui a fait son temps et qui a très bien marché avant. J'insiste, je crache pas là-dessus. Je dis juste que les choses ont changé et qu'il faut s'adapter. Et le Bitcoin est une solution viable qui permet de s'adapter et de créer un nouveau système économique basé là-dessus. Donc ça, effectivement, ça va prendre de l'ampleur. Plus il va y avoir de personnes qui vont investir là-dedans, plus ça va prendre de l'ampleur. Là-dessus, on est bien d'accord. Parce que les gens vont l'acheter parce que ça répond à un besoin, ils vont en avoir besoin. Alors que, si je reprends le cas de STEPN, il n'y a pas de besoin là-dedans. Vous n'avez pas besoin de fabriquer de la crypto-monnaie pour aller faire votre course, pour aller faire votre jogging. D'autant plus que, en fabriquant de la monnaie, en faisant son jogging, c'est de la monnaie qui est basée sur rien. Elle ne répond à rien, elle ne satisfait rien. C'est du vent, c'est juste quelque chose de virtuel. Ça n'existe pas. Donc, forcément, au bout d'un moment, il y aura besoin de faire rentrer plus de gens qui ne peut en rentrer, en fait, tout simplement. Parce que si on regarde les crypto-monnaies, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais on parle de millions de personnes qui sont intéressées par les crypto-monnaies, pas de milliards, de millions seulement. Donc, imaginons que même si on prend tous les millions de personnes qui sont intéressées par les crypto-monnaies, vous voyez qu'on s'arrête très vite au niveau 8, où il faut 2 millions de personnes pour que ça soit rentable. Et 2 millions de personnes, ça voudrait dire qu'en plus, tous ceux qui sont dans les crypto-monnaies soient intéressés par ça. Alors je crois que c'est un peu plus, je crois qu'on est 10 millions dans les crypto-monnaies. Je ne suis pas sûre de mon chiffre, il faut vérifier. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que très vite, on va caler, parce que tout le monde n'est pas intéressé par ça dans les crypto-monnaies, et que le pourcentage de personnes intéressées par les crypto-monnaies et les NFT est minuscule au regard de la population actuelle. Donc, inévitablement, ça va commencer à ralentir, mais ça ne reprendra pas par derrière. C'est-à-dire que là, on est en bear market. Alors, il y a certaines monnaies qui vont se relever, mais les monnaies comme ça, moi, je vous fais le pari qu'elles ne se relèvent pas. Alors, soit elles sont dans ce niveau-là et elles peuvent se relever encore quelques temps, soit elles sont déjà dans ces niveaux-là et c'est perdu d'avance. Ne comptez pas à ce que ça soit là le cycle prochain. Voilà, donc ça, c'est vraiment un risque majeur, et des pyramides de Ponzi dans les crypto-monnaies, je peux vous dire qu'il y en a en masse. Donc, faites vos recherches, faites des recherches fondamentales pour savoir
déjà comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on paye les gens, c'est-à-dire avec quel... Quand on fait des intérêts, du staking, des trucs comme ça, ok, parfait. Avec quoi on paye les gens, c'est-à-dire les intérêts qu'on leur donne, sur quoi c'est basé, où on prend l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que cette monnaie a une réelle utilité? Est-ce qu'elle répond à un problème, à un besoin essentiel dans la vie d'un humain? Ou est-ce que c'est juste un buzz, un phénomène de vente, de mode, pardon, ou du marketing à outrance juste pour la consommation? Parce que tous ces trucs-là sont voués à l'échec. Une fois que le phénomène de mode est passé, ça meurt. Une fois qu'il n'y a plus de personnes qui investissent dedans, ça meurt. Une fois qu'on s'est lassé d'un projet, ça meurt. Donc, c'est très important de savoir, comment ça fonctionne, où on prend l'argent, 2, à quel besoin ça répond, et 3, est-ce que les personnes qui ont fait ça sont connues? Est-ce qu'elles ont déjà fait des projets avant qui ont bien marché? Ou est-ce que justement elles sont inconnues au bataillon, elles démarrent? Ou alors, même pire, des fois il y en a qui reviennent, ils ont déjà planté un truc puis ils reviennent derrière. Méfiez-vous, renseignez-vous, c'est vraiment important. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut investir dans ce genre d'investissement? Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas investir. Maintenant, ça va dépendre de votre moralité, de vos valeurs, en fait, de votre sens moral. Moi, personnellement, je n'investis pas du tout dans ce genre de choses. Premièrement, parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Je ne veux pas participer à ce genre de choses. Deuxièmement, parce que ça demande beaucoup trop de travail. Il faut que vous soyez sur le qui-vive en permanence. Parce que il va falloir la surveiller, cette pyramide. Tant qu'on est là-dedans, dans la hauteur, dans le haut de la pyramide, ça va aller vite, c'est bien. Mais il va falloir que vous surveillez vraiment, parce qu'à partir du moment où on franchit une ligne, c'est trop tard, il n'y a pas de retour en arrière. Donc si vous n'êtes pas constamment penché sur les données, le nombre d'utilisateurs, les événements, l'actualité, etc. de ce projet, vous allez vous faire avoir. C'est une certitude. Une certitude. Donc ça demande du temps, de l'énergie, des efforts. Il faut vraiment que vous compreniez comment fonctionne une pyramide de Ponzi. Il faut que vous compreniez comment fonctionne le projet. Il faut que vous suiviez vraiment le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui rentrent. À partir du moment où il y a un ralentissement, si je raconte n'importe quoi, ok, les chiffres sont pas bons, mais c'est un exemple. Imaginons que ces 2 derniers mois, il rentrait 30 000 personnes par jour. Parfait, c'est bon. On est encore, vous pouvez encore espérer peut-être faire des profits, bien que nous soyons en bear market et que c'est pas forcément dans ces moments-là qu'on fait du profit. Mais parce qu'il y a ça aussi qu'il faut tenir en considération, c'est que ok, parfait, votre pyramide elle fonctionne. Mais si on rentre dans un bear market qui dure 2 ans, en général 1 an et demi, 2 ans, dites-vous bien que même si c'est le meilleur projet du monde, il n'y a rien qui va avancer comme vous le souhaitez, parce que tout a diminué, les gens n'investissent plus, on est dans un marché, dans une économie difficile, avec une inflation, une récession, etc. Donc les gens, ils ont autre chose à faire pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent que d'investir dans une paire de baskets virtuelle, vous comprenez? Donc, si je reprends mon exemple, s'il y a 30 000 personnes qui rentrent tous les jours, bon, on est toujours dans l'évolution. Par contre, si dans 2 semaines, on n'est plus qu'à 20 000 personnes qui rentrent tous les jours, vous comprenez qu'il y a un ralentissement et que c'est maintenant que vous devez retirer vos profits. Ce sera trop tard avant. Parce qu'à partir du moment où il y a un ralentissement, dans ce genre de système, c'est fini, c'est mort. Et ne croyez pas que les gens vont revenir en vous disant ah bah, là c'est le bear market, donc c'est un temps mort, ça va redémarrer après. Non, parce que le fait que le nombre d'entrées ralentisse, c'est peut-être parce que justement il n'y a pas assez de personnes et qu'on est rentré dans la deuxième partie de la pyramide. Ok? Donc faites attention, c'est vraiment risqué. Donc si jamais vous voulez quand même investir là-dedans, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argent à faire, quand vous arrivez dans le haut de la pyramide, bien évidemment qu'il y a de l'argent à faire, mais vous le faites sur le dos des autres. Alors si ça ne vous empêche pas de dormir, libre à vous de le faire. Si vous avez des valeurs, eh bien n'investissez pas dans ce genre de projet. Voilà. Maintenant, je voulais vous parler, par exemple, de projets qui ne sont pas forcément des pyramides de Ponzi, mais qui ont un peu le même fonctionnement. Juste une précision.
Quand je parle des pyramides de Ponzi, je ne dis pas que ces sociétés font exprès de vous avoir. Il y en a effectivement qui le font avec malhonnêteté et c'est délibérément pour vous prendre votre argent, mais il y en a d'autres qui le font en pensant vraiment que ça va marcher. Je ne dis pas qu'ils sont tous malhonnêtes, je n'ai jamais dit ça parce que c'est pas vrai. Il y en a qui croient foncièrement dans leur projet et qui pensent qu'ils vont pouvoir se maintenir à flot. Donc c'est pas fait avec malhonnêteté, d'accord ? Mais après, la pyramide de Ponzi, c'est une formule mathématique. Donc, on ne peut pas lutter contre des maths. Hein. Là, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'émotion. C'est juste des mathématiques. Quand il n'y a pas assez de monde sur la planète pour compenser le besoin de rendement, mathématiquement, on ne va pas créer 8 milliards de personnes de plus pour pouvoir répondre à cette question. Donc, vous comprenez que c'est une formule mathématique et que les maths, c'est comme ça s'applique, point final. Il n'y a pas de discussion à avoir. Voilà. Maintenant, la seule chose qui pourrait éventuellement sauver un système pyramidal comme celui-là, c'est si demain, ils décident de donner une utilité réelle à leur crypto-monnaie, mais réel, c'est-à-dire qui répond à un besoin comme le Bitcoin par exemple, ou l'Ethereum. Si ça répond à un besoin dont la planète a besoin, alors dans ces cas-là, oui, on peut effectivement transformer un système pyramidal comme celui-là en un système rentable. Ça, je n'ai pas dit le contraire. D'autant plus qu'il y a beaucoup de projets qui commencent comme ça, c'est-à-dire, et c'est là où je vous dis que ce sont des gens qui sont pas malhonnêtes, ce sont des gens honnêtes, parce qu'il leur manque des fonds. Donc pour obtenir des fonds, ils vont commencer à faire un système pyramidal pour aller récupérer des fonds, pour pouvoir mettre à bien leur projet, et ensuite ils transforment leur système, ça ne devient plus un système pyramidal, ça se transforme en un système rentable. Ça, oui, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut faire des analyses fondamentales. C'est pour ça qu'il faut comprendre le projet à long terme et à court terme. Comment ils font à court terme pour avoir de l'argent et qu'est-ce qu'ils comptent faire à long terme. Est-ce qu'ils comptent laisser le système comme ça ou est-ce qu'ils comptent le changer? Voilà, donc ça c'est des analyses très importantes à faire. Luna, par exemple, ce qui s'est passé avec Luna, malheureusement, ils ont commencé sur un système pyramidal, mais ils ont voulu changer ça en cours de route. Ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils se sont fait attaquer justement au moment où ils étaient en train de changer ça. C'était d'ailleurs délibérément voulu, mais ce que je veux dire, c'est que j'insiste, ceux qui font ça ne sont pas forcément des gens malhonnêtes ou des sociétés malhonnêtes. Ça peut être une façon d'arriver à leur fin, à condition qu'ils aient prévu de changer le système en cours de route. Là, c'est d'accord. Voilà. Maintenant, repassons à Star Atlas, qui est une deuxième forme de risque dans lequel on ne pense pas forcément, qui est un peu moins connu. Moi, Star Atlas, je crois beaucoup en Star Atlas. C'est un jeu vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se passe dans la métaverse. Donc, vous achetez des NFT qui sont des vaisseaux spatiaux. Donc, c'est un peu le même principe que StepIn. Hein. StepIn, vous achetez des baskets sous forme de NFT et ensuite, vous allez courir pour générer de l'argent. Star Atlas, vous achetez des vaisseaux spatiaux qui vont vous permettre de jouer à un jeu vidéo avec ce vaisseau spatial et ça va vous permettre de faire des missions et dans ces missions, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Par la suite, vous allez pouvoir... C'est un jeu vidéo, donc si vous attaquez quelqu'un, vous décidez d'être un pirate, vous allez voler l'argent de quelqu'un, c'est un jeu vidéo, c'est possible, vous pouvez récupérer l'argent de cette personne. Si vous voulez être plus honnête et que vous voulez aller travailler, aller miner ou récupérer des minerais rares, des métaux précieux sur d'autres planètes, vous pouvez le faire et gagner de l'argent en revendant ces métaux dans le jeu. Donc c'est un jeu dans la métaverse qui n'est pas encore sorti, hein, il progresse progressivement, on va y arriver, qui permettra de générer de l'argent. Alors, quel est le risque pour ça? Parce que moi, je parle souvent de Star Atlas, je suis investi là-dedans, j'ai des Atlas, j'ai des Polis, qui est la deuxième monnaie de ce projet, j'ai des vaisseaux spatiaux, donc je suis investi. Mais je ne suis pas dupe. C'est-à-dire que mon investissement, je vais le récupérer le plus tôt possible. Je ne vais pas me laisser gagner par l'appât du gain en me disant plus, parce que c'est ça notre problème. On veut jamais récupérer au bon moment parce qu'on se dit toujours oui, mais plus tard. Dans la pyramide de Ponzi, c'est pareil. Si vous voyez votre monnaie monter un petit peu, vous avez fait que $100 de profit, vous voulez monter à $200, c'est plus fort que vous, c'est comme ça. Sauf qu'en faisant ça, vous risquez de perdre tout votre investissement et même pas faire $100 de profit. Et du coup, c'est comme ça qu'on se fait tout savoir. Moi, la première, bien évidemment, ça m'est arrivé, ce genre de choses. C'est pour ça que je peux en parler maintenant.
Donc dans Star Atlas, là où je ne suis pas dupe, pourquoi je vais récupérer mes investissements le plus tôt possible, et quitte à faire moins de gains, c'est pas grave, quitte à garder une partie, mais si vous me suivez, je vais vous parler de tout ça au fur et à mesure que ça va sortir, donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma mise de fonds le plus tôt possible. Ensuite, je vais récupérer une partie de profit le plus tôt possible. Et ensuite, je laisserai le reste tourner au cas où, justement, ça prend de l'ampleur encore plus et que je puisse faire plus de profit. Mais au moins, j'aurai, un, récupéré des profits et deux, récupérer ma mise de fonds. J'aurai donc sécurisé mon investissement. Alors, pourquoi Star Atlas, il risque de planter aussi? Parce qu'il n'y a rien d'éternel dans ce monde. Absolument rien. Rien n'est éternel. Tout passe. Tout. Donc, Star Atlas est un jeu vidéo. Vous vous rendez bien compte que quand vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes investi, vous êtes à fond dedans, vous vous amusez, c'est un divertissement. Donc, contrairement à la pyramide de Ponzi, ça vous donne une utilité entre guillemets, parce que ce n'est pas un besoin essentiel à nos vies, c'est un besoin de divertissement. Donc ça vient répondre à une question, c'est comme si on allait au cinéma, c'est comme si on allait au théâtre, c'est comme si on allait à un concert, et bien là on joue à un jeu vidéo. Donc ça a une utilité, mais ça a une utilité très courte dans le temps, parce que quand on joue à un jeu vidéo, au bout d'un moment on se lasse. Quand ça fait 1 an qu'on joue au même jeu, on en a marre, on le met de côté, on en a ras-le-bol de jouer à ce jeu-là. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est toujours la même chose, donc ça nous saoule. Deuxièmement, parce que plus on monte les niveaux, plus ça devient difficile, et du coup, vous risquez de pas y arriver, ou tout simplement, ça devient difficile, donc ce n'est plus un divertissement, ça devient chiant. Ou bien alors, il y a un nouveau jeu vidéo qui va sortir, qui est encore 10 fois mieux, et du coup, vous allez jouer à celui-là, puis l'autre, il va prendre le bord. Donc, rien n'est éternel. Et Star Atlas n'échappera pas à cette règle. J'espère en tout cas que ce jeu va bien marcher au début, parce que ça va être un des premiers jeux du genre. C'est pour ça que j'ai une grande foi en ça. Mais au bout d'un moment, une fois qu'il y aura eu plein d'utilisateurs, qu'on aura tous joué et que ça deviendra difficile de gagner de l'argent parce qu'il y aura trop d'utilisateurs, ou parce que ça fait 1 an qu'on y joue et qu'on en a ras-le-bol de jouer à ça, ou comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir qui va être encore mieux, eh bien, ça va se casser la gueule tout seul, comme tout. Il n'y a rien d'éternel. Rien. Donc, c'est pas parce que j'ai pas foi en un projet c'est pas parce que j'ai foi en un projet que je suis assez dupe pour croire que ça va être éternel et que ça va monter en puissance encore et encore et encore. Le seul et unique projet dans lequel je pense que ça va monter encore et encore pendant ma vie d'humain, c'est-à-dire sur 1 siècle, 1 siècle et demi, 2 siècles, c'est le Bitcoin. That's it. Aucune autre monnaie, j'insiste et je signe. Peut-être l'Ethereum, mais je vais le mettre à part. L'Ethereum, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Alors restez bien avec moi parce que c'est important ce que je vais vous dire. Donc, hormis l'Ethereum et le Bitcoin, rien n'est éternel. D'accord? Donc, le Bitcoin non plus n'est pas éternel. Je parle d'1 siècle, 1 siècle et demi, peut-être 2 siècles. Pourquoi? Parce qu'un système économique, c'est la durée de vie d'un système économique. Voilà. Si vous regardez le passé, vous verrez que tous les 100, 200 ans à peu près, on a changé de système économique parce que ça ne correspondait plus aux normes. Et c'est pour ça que je pense que le Bitcoin va venir remplacer le système qu'on a actuellement, mais dans 2 siècles, ou 1 siècle, j'en sais rien, je ne serai plus là, il y aura sûrement un nouveau système qui répondra mieux aux normes à ce moment-là. Mais moi, ça ne me concernera plus. Donc, c'est la même chose pour tout. Il y a des durées de vie plus ou moins longues en fonction des projets. Donc, quand ça remplace un système économique, la durée de vie est plus longue. Quand ça répond à des besoins fondamentaux, la durée de vie est plus longue. Quand ça répond à des besoins non nécessaires, qui ne sont pas primordiaux, mais qui nous apportent du bien, comme un jeu vidéo, par exemple, la durée de vie est plus courte. Voilà. C'est juste ça qui est important parce qu'on n'y pense pas forcément à ça. Et on se fait avoir parce qu'on ne retire pas l'argent au bon moment. Après, vous avez d'autres monnaies basées sur les récupérations de données. Donc, par exemple, CoinApp, là, ils vont vous rémunérer en
contrepartie des informations sur vos voyages quand vous êtes en voiture, quand vous roulez en voiture ou quand vous partez en voyage. Ils vont pouvoir vous suivre, récupérer vos données, savoir comment vous voyagez, combien de temps ça dure, bref, prendre tout un tas d'informations sur vous pour remplir les bases de données pour le marketing. Il faut que vous sachiez que ça sert pour le marketing. Plus on connaît un humain, plus on peut lui vendre quelque chose. Donc toutes ces données, elles sont achetées par des compagnies de marketing pour pouvoir mieux avoir du marketing plus ciblé et plus performant. Donc là encore, c'est une question de valeur. Si vous voulez participer à ça, pas de problème, c'est vos données, vous pouvez les vendre. Si ça vous gêne, eh bien ne les vendez pas, ne participez pas à ce genre de choses. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Si on vous donne de l'argent pour quelque chose, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière, d'accord? Et ça, c'est tout à fait ce genre de crypto-monnaie. Sinon aussi pour les assurances, aussi pour étudier... comment vous utilisez les assurances ou bien vos profils de shopping, bref, toutes ces... ou votre identité aussi, ça existe, tout ça. Tout ce qui est... je sais pas comment dire en anglais, en français, je me rappelle plus, tout ce qui est... où on récupère vos datas, finalement, eh bien, tout ça, c'est dans un but de pouvoir mieux vous vendre des choses par la suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces monnaies aussi, vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, elles vont s'arrêter. Quand ils auront acquis toutes les données nécessaires à leur algorithme de marketing, ils n'auront plus besoin de continuer à payer pour avoir des informations. Ils n'auront plus besoin de ces informations. Donc, ils vont arrêter de générer de l'argent avec ça. Enfin, de générer de l'argent pour vous. En contrepartie, puisque une fois que vous avez votre information, vous n'avez plus besoin de votre base de données, elle est remplie, vous n'en avez plus besoin. Donc ce genre de crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. Il faut que vous compreniez que vous devez récupérer vos profits dès que vous pouvez les récupérer. Et au moins votre mise de fonds. C'est la première chose à faire. Donc, allez-y en plusieurs étapes. 1, votre mise de fonds. 2, un peu de profit. 3, vous laissez tourner jusqu'à ce que vous décidiez de récupérer la totalité de vos profits. Mais comprenez que ceci n'est pas éternel et que ça a une durée de vie avec une date de péremption. Voilà. Et ça, on ne se méfie pas assez de ça, parce qu'on se dit oui, c'est génial, ils vont toujours nous demander des informations, parce que là, on parle de voyage, peut-être qu'effectivement, dans 10 ans, ils auront déjà toute leur base de données sur les voyages, ils voudront savoir comment, qu'est-ce que vous mangez chez vous, par exemple, je raconte n'importe quoi. Ok, parfait, mais au bout d'un moment, même s'ils changent de données, au bout d'un moment... il y aura trop de personnes qui vont échanger leurs données et ils ne pourront plus générer autant d'argent. Donc si au jour d'aujourd'hui on vous rémunère $100 pour savoir comment vous voyagez, dites-vous bien, c'est un peu le même principe qu'une pyramide de Ponzi. Quand vous serez 2 millions à partager vos infos, ils vont pas vous donner $100 à 2 millions de personnes. Ce n'est mathématiquement, encore une fois, pas possible. Vous comprenez ? Donc voilà, ça c'est le genre de danger auquel on se méfie pas trop. Et puis un dernier que je vais vous parler avant de vous parler de l'Ethereum, c'est le Litecoin que j'ai pris en exemple, bien que ce ne soit pas forcément très vrai, mais comme le Litecoin est assez connu, je veux quand même le prendre en exemple, mais prenez cet exemple avec des pincettes. Je m'en sers comme métaphore, comme un exemple pour que vous compreniez, mais je ne dis pas que c'est forcément le cas pour cette monnaie. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Le Litecoin, c'est une des premières crypto-monnaies à être sortie qui fonctionnait sur le réseau du Bitcoin et qui était très bien parce que ça résolvait certains problèmes du Bitcoin, notamment le temps de transaction. Donc ça, c'était très bien à l'époque. Sauf qu'entre-temps, on a le Lightning Network qui est sorti et qui, lui, est encore plus performant que le Litecoin. Du coup, une monnaie comme le Litecoin qui a eu son heure de gloire et qui a été le pionnier dans ce domaine-là, c'est eux qui ont inventé ça, eh bien, risque de se faire dépasser par des concurrents qui sont plus performants. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous devez tenir compte, c'est que c'est pas parce qu'une crypto-monnaie a été pionnière dans quelque chose et qu'ils ont développé quelque chose qui était formidable et qui marchait bien, qu'ils vont toujours rester rois dans ce domaine. Non. S'ils ne s'adaptent pas à la technologie et qu'ils se reposent sur leur laurier, ils vont se faire dépasser par leurs concurrents, c'est une certitude. Donc, je ne dis pas que c'est le cas pour le Litecoin, mais
on n'entend plus trop parler, on ne peut pas forcément l'utiliser partout, et en ce moment, c'est le Lightning Network qui prend plus le dessus. Donc, je ne sais pas ce qui va advenir dans le futur, mais comprenez les risques qui existent. Si un projet ne se met pas au goût du jour et n'évolue pas avec son temps, il se fera griller par ses concurrents. Ça aussi, c'est une certitude. Voilà. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'Ethereum. Alors, pourquoi l'Ethereum? J'ai changé d'avis sur l'Ethereum. Je ne sais pas trop quoi penser sur l'Ethereum. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'Ethereum en lui-même est une très belle monnaie parce que le projet derrière est génial. Ils font des contrats intelligents, donc ça nous permet de sceller des pactes et de faire des contrats dans le monde entier à une vitesse rapide et surtout très sécuritaire, hein, puisque tout est informatisé et sécurisé sur la blockchain, donc en plus c'est décentralisé. Donc le projet est extraordinaire. Le problème de l'Ethereum, c'est le fait qu'il passe en proof of stake. Moi, ça me dérange extrêmement. Parce que, premièrement, le proof of stake, selon moi, et ce n'est que mon opinion personnelle, ne résout absolument pas les problèmes de nos sociétés actuelles. Ce qui est bien avec le Bitcoin, c'est que c'est du proof of work, c'est-à-dire qu'on mine du Bitcoin de manière décentralisée. Le proof of stake, on ne mine plus une crypto-monnaie, on fait du staking, c'est-à-dire qu'on achète en grosse quantité de cette monnaie, donc par exemple des Ethereum, et on va les placer dans des masternodes, c'est-à-dire que plus vous avez de cette monnaie, plus vous avez un pouvoir de vote et plus vous pouvez décider de la pluie et du beau temps sur cette monnaie. Donc comprenez bien que la philosophie des crypto-monnaies, c'est pour résoudre le système corrompu que nous avons à l'heure actuelle et tous les problèmes qui en découlent. C'est pour ça que le Bitcoin est une valeur sûre dans le sens où c'est décentralisé et ça répond à tous les problèmes. D'ailleurs, il a été inventé pour ça, hein, pour prendre le relais de l'économie actuelle. Quand on passe en proof of stake, donc comme je viens de vous l'expliquer en preuve de staking, il faut staker, donc c'est-à-dire avoir cette crypto-monnaie et la staker en échange de rendement. Mais vous vous rendez bien compte qu'on retourne exactement dans le même système économique qu'on a actuellement. Plus vous aurez d'argent, plus vous aurez de pouvoir et plus vous aurez encore de l'argent. Donc ça ne résout pas un problème, ça ne fait que revenir au problème de base. Donc je vois plus l'intérêt de la chose, sans parler des problèmes de frais énormes qu'il y a, et puis le proof of stake ne changera pas la donne sur les frais, hein, ça viendra plus tard avec bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le fait de changer la The Merge qui arrive au 15 septembre, ça ne va pas changer les frais sur le réseau. Et entre-temps, eh bien, d'autres layers, comme Polygon par exemple, se sont mis sur la blockchain Ethereum pour avoir des frais moins élevés et une vitesse d'exécution aussi rapide, etc. Donc du coup, pendant qu'Ethereum résout des problèmes de frais énormes, pendant qu'ils passent au proof of stake, eh bien d'autres petites entreprises ont fait leur nid et ont proposé d'autres solutions et on voit que d'autres choses peuvent exister. Alors vous allez me dire oui, mais le polygone, il est établi, c'est un layer qui est sur la chaîne Ethereum, donc il y aura toujours besoin d'Ethereum. Oui, je suis tout à fait d'accord, entièrement d'accord. Mais les contrats intelligents, on sait les faire maintenant, on a la technologie. Qu'est-ce qui empêche une nouvelle blockchain décentralisée, ce coup-ci, de proposer exactement la même chose, avec des frais moindres, et puis de la décentralisation, et puis etc., etc., etc. C'est le même principe que le Litecoin et le networking, le Lightning Networking dont je viens de vous parler. C'est la même chose. C'est que Ethereum peut très bien avoir un nouveau concurrent dans les prochaines années qui prenne une ampleur inconsidérable. Je ne sais pas. Donc je le mets à part. J'ai beaucoup d'investissements dans l'Ethereum, je ne les ai pas vendus, je les ai toujours. Par contre, je vais récupérer mon investissement dès qu'on va repasser en bull market. Dès que je peux récupérer ma mise au complet, je le fais. Ensuite, je récupérerai un peu de profit et je laisserai tourner le reste. Parce que je n'ai plus d'avis tranché sur l'Ethereum. J'en avais un et je ne l'ai plus. On n'a pas assez de recul pour savoir ce que le proof of stake
déjà, est-ce que ça peut durer dans le temps? Est-ce que ça peut permettre de rester décentralisé? J'en doute. On n'a pas assez de recul pour savoir ce que cette technologie peut amener. Par contre, si on fait marcher un peu notre logique, on se rend compte qu'on revient exactement au même fonctionnement qu'on a à l'heure actuelle. Les riches dominent le monde. Point. Donc, je ne sais plus trop quoi penser, mais je n'aime pas ce qu'ils font. Voilà. Ça n'engage que moi. Maintenant, je vais vous dire une dernière chose qui, selon moi aussi, dans un futur très éloigné, alors je ne vous parle pas du prochain cycle, je vous parle dans plusieurs décennies, d'accord? 10, 15, 20, 30 ans, je n'en ai aucune idée, mais je vous parle sur du très long terme. Très peu de monnaies vont survivre. Parce que vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas vivre dans un monde avec autant de crypto-monnaies. On ne peut pas avoir des cryptos pour faire des courses, des cryptos pour payer la banque, des cryptos pour payer le notaire, des cryptos pour jouer à un jeu vidéo, des autres cryptos pour jouer à un autre jeu vidéo. C'est pas possible, ce n'est pas viable dans le temps. Donc, selon moi, et j'insiste, dans plusieurs décennies, je ne parle pas au prochain cycle, je parle dans 10, 15, 20, 30 ans, je n'en ai aucune idée, mais à long terme, seule une poignée de crypto-monnaies vont résister à ça, dont le Bitcoin, puisqu'il résout le problème principal, et c'est la raison pour laquelle les crypto-monnaies ont été créées, c'est pour le système économique, pour prendre la relève d'un système archaïque. Donc le Bitcoin, je suis quasiment sûre qu'il va rester, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, peut-être que dans 200 ans, il va dégager au profit d'une nouvelle technologie, très certainement. Mais on ne sera plus là pour le voir. Donc, le Bitcoin, c'est une valeur sûre, selon moi. Ça n'engage que moi, c'est mon opinion, mais le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour rester, qui est ancré. Toutes les autres crypto-monnaies, prenez vos profits au fur et à mesure. Rien n'est éternel, absolument rien. Voilà, et je terminerai là-dessus. Pensez à vous abonner, ça encourage ma chaîne, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. Et puis je vous remercie. Faites attention, il y a des dangers partout dans les crypto-monnaies. L'appât du gain est vraiment le pire des dangers qui nous guettent parce qu'on est humain et qu'on a tout ça en nous malheureusement et c'est très difficile à gérer. C'est pourquoi il faut faire un plan d'action. Vous avez mon livre, vous avez toutes les vidéos sur ma chaîne pour savoir comment faire. Je vous en prie, faites-le. C'est le seul moyen de ne pas céder et de être rentable dans les crypto-monnaies. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.